Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette table ronde organisée par Orient 21 autour des questions de la Palestine, qui sont notamment depuis 2 jours au centre de l'actualité et qui montrent que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la Palestine n'est pas en train de disparaître. Nous avons plusieurs personnes pour participer, dont Rada Karmi, qui vient d'arriver de Londres, qui est dans un taxi et qui va nous rejoindre. Voilà. Et nous avons aussi Sylvain Sipel, qui est membre du comité de rédaction d'Orient 21, qui est ancien journaliste du Monde, qui a été rédacteur en chef de Courrier International et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs », qui est paru à la Découverte. Nous allons parler de la question de la solution au problème palestinien. On va beaucoup parler de la question de l'apartheid, de l'idée d'un État unique. Mais la première question que je voudrais poser à Sylvain concerne cette contradiction qu'il y a. Comment se fait-il que la plupart des gens qui travaillent sur la question, que ce soit des chercheurs ou des journalistes, disent la solution à 2 États n'est plus possible, et en même temps, toute la communauté internationale, sans exception, continue à soutenir les 2 États comme la seule solution. Et toute la communauté internationale, et y compris l'autorité palestinienne. Merci. Répondre à la question, en fait, c'est assez simple. À mon avis, la raison fondamentale, enfin, il y a 2 explications. Il y en a une que je dirais au passage, c'est que là, on parle des diplomaties, on parle des États, des autres États. De manière très générale, les diplomates sont des gens qui sont pour le statu quo. Ils ont peur en général. J'aime pas les généralités, donc ils ne sont pas tous comme ça. Mais très souvent, l'attitude, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on tient. On ne sait pas ce qui peut advenir si on rebat les cartes. Et donc, on préfère la préservation du statu quo. Donc ça, c'est une première explication. C'est-à-dire qu'il y a un territoire qui est reconnu internationalement qui s'appelle Israël. Il y a un territoire dont le droit international ne reconnaît pas l'occupation. C'est les territoires actuellement dits territoires palestiniens occupés, puisque l'Égypte et la Jordanie y ont renoncé. Ça, c'est la situation actuelle. Eh bien, 2 États, c'est qu'on ramène Israël peu ou prou aux frontières antérieures et les territoires palestiniens deviennent la Palestine, et puis on passe à l'ordre du jour. Bon. La deuxième raison fondamentale pour laquelle, à mon avis, les diplomates ne progressent pas et les négociations ne progressent pas sur le thème d'un État commun, tient au fait qu'on n'en voit pas les contours. Et que c'est, à vrai dire, très difficile de les imaginer. Alors, Rada Karmi va sans doute parler des options qu'elle analyse, parce que c'est vraiment intéressant, sur les options possibles. Mais, en même temps, il y a des questions de fond qui ne sont pas étudiées dans son livre et qui sont des questions très immédiates. Et on ne voit pas comment on les solutionne. Et je vais vous dire quelque chose qui m'est personnel. Moi, dans une vie antérieure, j'ai été militant politique. Et quand j'étais militant politique, je vivais en Israël et je faisais partie d'un groupe qui prônait un État unique, un homme, une voix, et qui disait la solution, elle est là. Aujourd'hui, j'ai un peu changé, pas complètement, mais un peu quand même. Et comme j'aime dire parfois, en tout cas, j'ai oublié l'idée de faire le bonheur des gens contre leur volonté. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas décider quelle est la solution. Et elle paraît tellement immatérielle aujourd'hui que je pense que c'est ça. Je pense qu'elle peut surgir parce qu'elle progresse dans les sociétés. Ça, c'est très important. Et elle ne progresse pas seulement sur les campus américains, l'idée d'un État commun. Elle progresse dans la société palestinienne sur un fond assez évident qui est l'échec de la seconde intifada,
et du processus de paix, ce qu'on a appelé le processus de paix. Mais elle progresse aussi en Israël même, à un niveau, à un étiage infinitésimal, je vous le concède. Mais en même temps, il y a aujourd'hui non pas des dizaines de gens, comme c'était le cas quand moi j'y vivais il y a 45 ans, mais il y a des centaines et sans doute des milliers de gens qui disent c'est ça la solution. Quand je dis de gens qui sont juifs, qui ne sont pas des Palestiniens. De ce point de vue-là, il faut, dans les sociétés, quelque chose bouge. Et quand ça bouge dans la société, il y a un moment où les États et les diplomates commencent à écouter ce qui se passe. Ça les impacte aussi. Mais ça ne bouge pas à un tel niveau. Et la raison fondamentale, c'est celle que je dis. On n'en voit pas la configuration. Pas comment ça marche, mais sur quel territoire. Est-ce que c'est fédéral, est-ce que c'est pas fédéral? Et surtout, parce que la fédération, elle est très ancienne par ailleurs, mais et surtout, le rapport des forces entre les deux est tellement déséquilibré. Et quand je dis déséquilibré, je ne parle pas du rapport des forces militaires. Je parle du rapport des forces générales. Le rapport de force diplomatique, le rapport de force politique, le rapport des forces démocratiques, le rapport des forces économiques, technologiques, culturelles. Voilà. C'est tellement inégal que ça rend presque impossible l'idée de la vie commune. Et je pense, et je vais terminer là-dessus, aussi qu'il y a un élément double. Le premier élément, c'est le fait qu'on connaît les Palestiniens occupés. On entend très peu ce que disent les Palestiniens qui sont dans les camps de réfugiés au Liban, et pas seulement, et qui ont commencé de vivre, mais qui rêvent encore à la Palestine. Ils ne sont pas tous dans des camps de réfugiés, qui sont en Jordanie, au Liban, en Syrie, et même en Égypte encore, etc. Et en Europe, et dans le Golfe, etc., etc. On ne parle donc que des territoires qui sont occupés par Israël et de ces Palestiniens-là. On oublie les autres. On oublie les autres. Et moi, j'ai oublié le deuxième point que je voulais vous signaler, parce que j'ai fait un détour. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça qui joue massivement. Je ne dis pas que ça pèse massivement sur l'idée d'un seul État. C'est l'absence de visibilité de comment ça pourrait fonctionner. Ah oui, je sais ce que je voulais dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, même si on demande aux Palestiniens des territoires de se prononcer, moi je pense qu'on ne peut pas leur demander, il faudrait qu'ils puissent s'exprimer eux-mêmes, pas sous occupation. Parce qu'on ne vote pas pareil quand on vit sous occupation et quand on est libre. Et donc il faudrait déjà modifier les conditions, faire en sorte qu'ils puissent être libres. Mais une fois qu'on leur pose... Si, dans des conditions de vote libre, on demandait aux Palestiniens « Qu'est-ce que vous préférez ?» de manière démocratique. Vous préférez vivre dans un État commun avec les Juifs ou vous voulez vivre dans un État à vous qui sera plus petit, vous aurez perdu vos terres, mais vous aurez un drapeau, un hymne, et vous n'aurez personne pour vous demander vos papiers au checkpoint. Je ne sais pas quelle serait la réponse. Ma conviction, c'est qu'elle serait toujours, massivement, pour un État séparé. Alors, ça n'empêche pas la possibilité ultérieure d'un État commun, peut-être. Mais je pense que la probabilité que ça passe par la volonté populaire d'avoir son État, enfin, d'être reconnu, ça peut paraître rien, mais je pense que ça jouera le moment venu et quand ça adviendra. Voilà, c'est pour tous ces motifs, je pense, que la réflexion des États, c'est d'en rester à l'état des lieux. L'ONU a décidé 2 États, on va faire 2 États. Et on ne touche pas à tout ça. En fait, on est dans cette situation, pour les diplomates et les diplomaties et les États, c'est qu'on a vécu, en tous les cas, après les accords d'Oslo, pendant quelques années, et avant d'ailleurs, puisque c'était l'objectif de l'OLP, en tous les cas à partir des années 70, sur cette idée des deux États.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du point de vue diplomatique et politique, c'est difficile d'envisager que la France ou d'autres États reviennent là-dessus. Mais peut-être, en fait, ce qui est en train de changer, c'est le paradigme de lecture du conflit. C'est-à-dire que de moins en moins, la question se pose vraiment en termes d'un État, deux États, où c'est totalement une question tellement à moyen terme que personne ne peut dire comment ça va développer. Ce qui a changé, à mon avis, de manière importante, et qui est en train de changer, et c'est pris plus au regard des opinions publiques, évidemment, que des États, c'est, comme je dis, la lecture. C'est-à-dire qu'on est de fait aujourd'hui un État sur le territoire historique de la Palestine. On a un État qui est Israël, qui décide de la vie quotidienne des gens. Et cet État, et c'est ça qui est, à mon avis, change la donne, c'est les différents rapports qu'on a eus des institutions internationales, B'Tselem, Amnesty International, disant que c'est un État d'apartheid. Et que la question aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas un État ou deux États, c'est la lutte pour l'égalité. Et c'est extrêmement fort parce qu'on voit mal qui peut dire qu'il est contre l'égalité des citoyens qui vivent sur le même territoire. Or, tous les jours, on a des preuves supplémentaires de cet apartheid israélien. Vous avez suivi évidemment le meurtre de la journaliste palestinienne par l'armée israélienne. Ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est qu'en 20 ans, il y a eu une quarantaine de journalistes qui ont été tués. Et Sylvain me faisait remarquer avant qu'on vienne, la plupart des gens qui sont tués, c'est en général des caméramans et des photographes, parce que c'est ça que l'armée israélienne craint. Mais personne n'a remarqué qu'il n'y a eu aucun... Pendant ces 20 ou 30 ans, tout ça a été aussi couvert par les journalistes israéliens. Aucun journaliste israélien n'a été tué. C'est aussi ça l'apartheid. C'est-à-dire le fait que des gens qui vivent côte à côte ne sont pas traités de la même manière. Et on a eu l'autre exemple dont on a peu parlé dans la presse française, c'est cette décision entérinée par la Cour suprême israélienne d'expulser une dizaine de milliers de Palestiniens de leurs terres sous des prétextes divers, et avec l'idée qui a été dite par la Cour suprême israélienne, qui est des fois présentée comme une espèce de défense de la démocratie, comme la loi israélienne prime le droit international et le droit de la guerre, enfin les conventions de Genève. Donc ça, c'est quelque chose qui peut changer et qui, à mon avis, aujourd'hui est la seule perspective. Alors après, la discussion, un État, deux États, etc., elle est intéressante, mais aujourd'hui, je ne vois pas, en tous les cas pour ma part, quelle autre perspective il y a du point de vue diplomatique, en tous les cas. Enfin, moi, j'adhère à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que j'adhère aussi pour une autre raison, c'est que moi, je suis journaliste, je ne suis pas là pour conseiller les princes, c'est-à-dire je ne suis pas là pour donner des conseils, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en regardant effectivement la réalité sur le terrain, c'est-à-dire le rapport des forces, et ce qui se passe quotidiennement, parce que l'assassinat de la journaliste Shirin a fait grand bruit, y compris aux États-Unis parce qu'elle était américaine. En même temps, il faut savoir quand même, il suffit de lire Haaretz, le journal israélien, qui a beaucoup changé ces 15 dernières années. Vous avez tous les jours quelque chose. Je répète, tous les jours, il y a un enfant palestinien qui est tué ou qui est blessé. Tous les jours. Et il y a eu une statistique, je crois que c'était 305, donc il y a eu 305 personnes tuées par l'armée ou par des colons en l'espace d'un an, c'est à peu près un par jour. C'est presque un par jour. Il y a des semaines à 5 morts et des semaines à 1 mort, etc. Et c'est tout le temps. Donc, la question de l'apartheid, c'est la question centrale, la question de la fin de l'occupation. Moi, c'est vrai que Omar Barghouti, le fondateur de BDS, il l'a dit à peu près au démarrage de son organisation. Il a dit, moi je peux vous dire quelle est la solution que je favorise. Je favorise la solution à un seul État. Mais une fois que j'ai dit ça, j'accepte tout le monde chez moi. Les gens qui sont pour un seul État, les gens qui sont pour 2 États, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la question qui prime. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'occupation
Et donc, c'est-à-dire la fin de l'apartheid. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître tangible, qui a un sens. Un Palestinien peut assez facilement s'imaginer comment cesseraient les expulsions et comment on arrêterait de lui demander ses papiers à chaque coin, et surtout comment les soldats ne seraient plus là tout le temps pour l'humilier et pour lui faire vivre des conditions qui ne sont jamais prévisibles parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous attendre à un checkpoint. Vous pouvez passer en 5 minutes et on peut vous faire perdre 5 heures de temps et vous ne savez pas pourquoi et vous perdez votre journée de travail. Et donc, ça, ce sont des options de mobilisation tangibles. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait de la question à bas l'occupation, fin de l'occupation, le droit au retour des réfugiés, des choses simples, compréhensibles et que chacun peut comprendre pour se mobiliser. Ça explique, je crois, aussi pourquoi la question de l'État unique est une question plus difficilement abordable. On peut prendre, le parallèle a été souvent fait avec l'apartheid de l'Afrique du Sud. Dans les années 60, l'apartheid sud-africain apparaissait comme inébranlable. Il y avait un rapport de force interne qui était tout le temps bien plus favorable aux Noirs et aux Métis sud-africains, puisqu'ils représentaient les 9/10 de la population. Mais il y avait à la fois un État ultra puissant militairement, ultra puissant économiquement, qui avait des relations internationales très développées avec le monde occidental, France compris, États-Unis, etc. Et surtout Israël. Je veux dire, on a oublié, mais il y a eu une relation stratégique dans les années 60 entre le gouvernement de l'apartheid sud-africain et Israël. Ça m'amène une anecdote qui me semble intéressante de comprendre pourquoi. Il y a un historien israélien qui, à un moment, il fait un livre sur la politique extérieure israélienne. Il dit, mais c'est quand même curieux cette alliance avec Israël. Les gens qui sont arrivés au pouvoir en 1948 en Israël, en Afrique du Sud, étaient les héritiers d'un parti nazi. Comment se fait-il qu'eux aient fait l'alliance avec Israël et Israël ait fait l'alliance? Et la réponse était très simple. Parce que pour l'Afrique du Sud, Israël, c'était des colons, comme nous. C'était des colons blancs qui avaient été coloniser une terre avec des sauvages, etc. Ils faisaient face aux mêmes menaces. Mais je reviens sur l'Afrique du Sud. Effectivement, le système a été inébranlable. Et la solution, à l'époque, n'était pas claire. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que la perspective que l'ANC offrait de cette nation arc-en-ciel était la perspective évidente. Ce n'est pas du tout le cas. D'abord, l'ANC était minoritaire. La plus grande force reconnue par les pays africains, c'était ceux qui prenaient le pouvoir noir. Donc, il y avait cette... Bonjour, Rada Karmi, désolé. Je termine pour lui laisser le temps d'arriver et de s'installer. Donc, l'Afrique du Sud apparaissait comme quelque chose d'inébranlable. Et il a fallu une très longue lutte qui a été à la fois la lutte du peuple sud-africain, et c'est dans cette lutte que l'ANC s'est affirmée, que s'est affirmée l'idée de la nation arc-en-ciel. Il a fallu le mouvement de sanctions, qui au départ était très minoritaire aussi, c'est-à-dire tous les États avaient des relations économiques. Il a fallu aussi une dimension militaire, c'est-à-dire autour de l'Angola, l'armée cubaine et angolaise a cassé l'appareil militaire sud-africain. Enfin, tout ça a créé les conditions pour le changement. Et la chute du mur après. Voilà. Donc, tous ces éléments montrent simplement que la lutte, c'était une très longue lutte. Et qu'aujourd'hui, quand on parle de la lutte contre l'apartheid, la lutte pour l'égalité des droits, etc., c'est évidemment pas une lutte à échelle de quelques années. Et c'est ce qui rend les choses aussi parfois plus difficiles. Maintenant, j'accueille Rada Karmi parmi nous. Merci. Je suis désolé, on lui a fait prendre le train. C'est compliqué, bon voilà, mais elle est là. Elle a sorti
ce livre donc, autour justement Palestine, la solution, un État. Et donc je vais lui donner la parole, elle va parler en anglais, en arabe, pardon, en arabe. Et Sarah Grira, qui est membre du comité de rédaction de Orient 21, va la traduire. أولاً بعتذر إنه بسبب تأخير في المجيء من لندن. بقول بعتذر أولاً لأنه بسبب التأخير مجيئي من لندن هلأ قبل شوي فيعني جاي دغري من المحطة. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je viens d'arriver de Londres. J'arrive directement de la gare, donc excusez-moi de cette arrivée un peu à la bourre. أولاً برحب في الحضور وبحييكم ويعني مشكورين على اهتمامكم مسبقاً. Bienvenue à vous toutes. Tous et toutes, bienvenue à vous et je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. الموضوع الجلسة هاي هو الحل بالنسبة للوضع الموجود وانتم بتعرفوا عنه فلسطين إسرائيل كيف بده يكون نهاية هاي المشكلة أي هي أحسن طريقة نبدأ نفكر بالحل. Alors la question aujourd'hui, donc comme vous le savez, c'est autour de Israël et la Palestine, autour de ce problème. Quelle en serait l'issue et comment pouvons-nous réfléchir pour commencer à trouver une solution justement à ce problème? يعني أول شيء خلينا نكون صريحين بالنسبة للدولة الإسرائيلية. هذه الدولة لازم نوصفها كما هي. وهي دولة عنصرية بتمارس الأبارتايد تحتل بلاد غيرها تضطهد الناس اللي تحت حكمها. Tout d'abord, commençons par qualifier l'État d'Israël tel qu'il est. Nous parlons ici d'un État raciste, un État d'apartheid qui colonise un autre territoire et qui opprime les personnes qui vivent sous son contrôle. أنا بعرف سارة حكت لي قبل شوي وأنا من علمي إنه البلد فرنسا هي يعني موضوع فلسطين صعب هون وإنه هي متعاطفة مع إسرائيل. J'ai pris connaissance de la situation un peu en France et à quel point il y a une certaine sympathie et une solidarité en fait avec le sionisme et avec Israël en France. ولكن ما فيش أي مصلحة أو فائدة من الحديث مع بعض إن كان ما كناش صريحين وما فيش لزوم أبداً إن نلطف الموضوع لازم نحكي عنه كما هو. Mais il me semble qu'il n'y a aucun intérêt à lisser le sujet ou arrondir les angles. Si nous voulons être efficaces, il nous faut être sincères et traiter les choses comme elles sont. هلا أنتم بتتفرجوا علي أنا من ضحايا إسرائيل. Tel que vous me voyez aujourd'hui, je suis une des victimes de l'État d'Israël. ليش؟ لأنه أنا انولدت في القدس وبسنة 48 طردنا عائلتي طبعا أنا واحدة منهم طردنا من بلدنا وعمرنا ما لم نستطع أن نعود. Je suis née à Jérusalem et en 48, ma famille et moi avons été chassés de notre pays. Nous avons été chassés de Jérusalem et de notre maison et nous n'avons jamais pu y retourner. أنا ما بتكلمش عن عاطفة أو ما بنسميه في الإنجليزي sentimentality. أنا مش هذا القصد. القصد إنه بس أذكر بإنه اللي صار في سنة 48 هو حقيقة سيئة جدا وتأثيرها موجود اليوم. يعني أنا هون أمامكم مش لأني مستقرة أو مرتاحة أو سعيدة.
أنا أمامكم اليوم لأنه ما عنديش بلد. Je ne cherche pas à faire ou verser dans le sentimentalisme. Ce que je vous raconte ici, ce sont des faits. Et j'aimerais juste rappeler que si je suis là aujourd'hui parmi vous, ce n'est pas pour le plaisir, mais si je suis installée ici en Europe, c'est tout simplement parce que je n'ai pas de pays. فإذا الحديث نرجع لموضوع دولة إسرائيل. هلا الدولة هذه في لما بينظر الواحد على طبيعتها، سياساتها، ممارساتها، تاريخها، بيتضح جدا أي نوع من الدولة هذه. Pour revenir à notre sujet, donc à Israël, quand on regarde l'histoire de la création de ce pays, les pratiques de l'État israélien, la politique qu'elle mène, la nature en fait de l'État d'Israël nous apparaît de manière très claire. وهذا التفكير فيها يعني أو لازم الواحد يتذكر إنه إسرائيل تلقت دعم من المجتمع الدولي، تلقت دعم طول سنين وجودها اللي هو الآن 74 سنة. تلقت هذا الدعم معظمه بسبب الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا. Il faut aussi rappeler que pendant tout ce temps, Israël a reçu le soutien de la communauté internationale donc depuis 74 ans, principalement pour ce qui s'est passé pour la guerre en fait contre l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. فالمشكلة إيش؟ إنه صار يعني في مساومة equation، حتى أنا بعرفهاش في العربي. في صار equation بين معاناة اليهود عند النازيين أو معاناة اليهود التاريخية وبين أرض فلسطين. Donc il y a une sorte d'équation qui s'est établie entre la souffrance réelle des Juifs sous l'Allemagne nazie et la question palestinienne, donc, comme s'il était plus possible de parler de l'une sans parler de l'autre. وكأنه فلسطين والشعب فلسطين له أي مسؤولية بالنسبة لمعاناة اليهود. Comme si les Palestiniens portaient une quelconque responsabilité dans la souffrance des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. فأنا لما بتكلم ما بتكلمش عن معاناة اليهود، مش هذا موضوعي. أنا بتكلم عن اللي حصل بالشعب الفلسطيني، بسكان هذا البلد بسبب اليهود. صدقوني لو كان اللي صار فينا إنه انطردنا من بلدنا، إنه أصبحنا لاجئين، إنه اضطهدنا، لو كان هذا على يد أي بلد أخرى، أي شعب آخر، حتى أهل تشاد، لو كان هذا بالنسبة لنا هذا نفس الشيء. إحنا مش معنيين بموضوع اليهود أو معاناة اليهود أو ضد اليهود، مش هذه الفكرة. الفكرة هي إنه إحنا الشعب الفلسطيني دفعنا ثمن مش لازم كان يطلب منا أبداً، ثمن لمعاناة اليهود التاريخية وخاصة عند النازيين. Ce que je veux dire ici, c'est que même si les Palestiniens avaient été chassés de leur pays, colonisés, opprimés par n'importe quel autre peuple, la situation serait la même et nous résisterons et notre réaction aujourd'hui serait la même. Donc notre positionnement n'a rien à voir avec le fait que ceux qui nous oppressent ou que les Israéliens soient juifs. Nous n'avons rien contre les juifs, ce n'est pas la question. Et ce que je veux rappeler ici, c'est que les Palestiniens n'ont
à aucun titre à porter la responsabilité du génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. فأنا بسألكم بأي حق إنه الشعب الفلسطيني مشرد من بلده موزع في بلاد العالم تقريبا 6 مليون لاجئ في مخيمات بأي حق هذا بيصير؟ Du coup, je vous pose la question, de quel droit les Palestiniens se retrouvent aujourd'hui éparpillés partout, se retrouvent réfugiés. Il y a aujourd'hui 6 millions de réfugiés palestiniens de par le monde, y compris dans les camps. De quel droit on en vient à une telle situation? فهذا بيجيبنا للموضوع الجلسة هاي. احنا نحتاج حل لانه في هون شعب تعذب وانظلم ودفع ثمن مش لازم كان يطلب منه. ففي احنا عندنا هون مشكله لانه في من ناحيه واحده في هذا الشعب، من ناحيه ثانيه في اسرائيليين، شعب اسرائيلي موجود في بلد فلسطين. فبدنا حل لهي المشكله. Et du coup, on en revient donc à notre sujet principal d'aujourd'hui. Donc, il y a effectivement la souffrance des Palestiniens qui est réelle, que je viens d'évoquer, mais il y a aussi sur cette même terre des citoyens israéliens qui sont aussi sur la même terre de la Palestine historique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut une solution à ce problème. فحتى نكون منصفين بالنسبة للشعب الأهلي تبع بلد فلسطين والنصف الآخر اللي هو اللي دخلوا على فلسطين من أصول أوروبية أو بلاد مختلفة والآن يسموا إسرائيليين. لازم نلاقي إشي بنصف في الطرفين. Il nous faut donc trouver aujourd'hui une solution juste et qui le soit pour les deux parties, c'est-à-dire autant pour les habitants autochtones de la Palestine historique que pour ceux qui sont arrivés plus tard d'Europe ou d'ailleurs et qui sont factuellement aujourd'hui sur cette même terre. فإذا بنبدأ من هذه القاعدة إنه الشعب الموجود حاليا في بلد فلسطين، الشعب الموجود حاليا وهو معظمه يهود، شعب يهودي، والشعب الفلسطيني كيف بده ينحل هذا؟ الطريقة الوحيدة حسب ما بفهم أنا هذا من المنطق مش من العاطفة ومش من إنه أي نية تانية، من المنطق. الطريقة الوحيدة اللي فيها إنصاف للطرفين هو إنه اللي أخرجوا من البلد الأصل اللي هم الشعب الفلسطيني والموجودين حالياً في فلسطين اللي تسمى إسرائيل، هدول لازم ينضموا ويعيشوا تحت حكم دولة واحدة ديمقراطية. La solution donc que je propose, et je ne parle pas ici, mon point de départ ou ma logique ici n'est pas sentimentale, je suis dans une démarche purement logique, purement rationnelle. La solution que je propose est que les personnes qui ont été chassées de la Palestine historique, tout comme ceux qui vivent aujourd'hui sur ce territoire appelé aujourd'hui Israël, les deux doivent vivre sous un même état démocratique. يعني إذا حتى في حدا موجود في هاي القاعة مش موافق على هذا المنطق، حتى بلاش من باب المنطق، من باب الواقعية السياسية، إن كان الشعب الفلسطيني أو جزء من هذا الشعب بقي مظلوم وخارج بلده وبحس في الظلم، لا يمكن أن يكون سلام في هذاك المكان. S'il y a des gens éventuellement qui sont en désaccord avec moi dans cette salle, je voudrais vous dire aussi que même d'un point de vue de réalisme politique pur, dites-vous que s'il y a des personnes qui ont été chassées de Palestine, des Palestiniens n'importe où dans le monde, qui vivent encore avec un sentiment d'oppression, tant que ces personnes-là existent, même les Israéliens ne pourraient pas vivre en paix
tant qu'il y a des personnes qui vivent avec ce sentiment d'oppression et d'injustice. تمام فمعناه مش راح يكون أي استقرار في هذيك المنطقة ودائما حيكون مشاكل وحروب. انتوا شايفين الآن الصحفية الفلسطينية اللي اسمها شيرين أبو عاقلة اللي قتلت في يوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي. هذه الحوادث حتتكرر وتتكرر وتتكرر. Il n'y aura donc jamais de stabilité dans la région, et ce que vous avez vu, ce qui s'est passé mercredi, donc avec le meurtre de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh qui a été tuée mercredi par l'armée israélienne, des choses comme ça continueront à avoir lieu et à se répéter indéfiniment. فإذا ما هي الطريق إلى الأمام؟ ما هي؟ واضح إنه الحل المنصف والعقلاني بالنسبة للاستقرار بالنسبة للمستقبل هو يكمن بالدولة الواحدة اللي هي ديمقراطية والكل فيها كل فرد فيها مواطن عنده حقوق متساوية. Il me paraît donc encore une fois logique que la seule solution est celle d'un État démocratique avec une égalité de droits pour tous les citoyens. فالحقيقة أنا يعني أكثر من هيك مش عارفة تمام كيف بدي أحكي يعني إيش بدي أحكي لأنه أنا اللي بطلبه إنه لما بتطرح هاي الفكرة يكون على قليلة تلاقي اتفاق. يعني ايه حتى لو ما بدنا يعني مش راح نحكي عن حتى قبل ما نحكي عن تطبيق الفكرة كيف يعني بده يصير. أول شيء يجب أن يكون اتفاق إنه هذه هي الحل المنصف الوحيد اللي هو راح يضمن الاستقرار السياسي. لازم يكون موافقة. Donc avant d'en venir à la pratiquement en fait comment on va mettre en place cette idée, je voudrais d'abord que au moins cette idée trouve une adhésion au moins sur le principe d'un seul État avant même qu'on en vienne à discuter de la faisabilité de la chose et comment y arriver sur le terrain. بتعرف السبب اللي أنا بحكي هيك لأنه أنا من أنصار الدولة الواحدة الدولة الديمقراطية من أكثر من 20 سنة. أنا كنت أكتب عنها وأنا وعدد قليل كنا نتكلم فيها. بعد مرور زمان صار أكثر وأكثر دعم للفكرة. Si je parle ainsi, c'est parce que cela fait 20 ans que je soutiens à titre personnel cette idée d'un seul État pour les deux peuples. Au début, nous étions une minorité à en parler et petit à petit, au fil des années, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, qui se joignent à nous et qui soutiennent maintenant cette idée. خلال كل هالسنوات الطويلة لما كنت أطرح الفكرة هاي أو زملائي يطرحوا فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة ردود الفعل تكون مباشرة بدون ما حدا يفكر إيش عن إيش عم نحكي. يقولوا بس إسرائيل مش ممكن تقبل كيف بده يصير. Jusque-là, quand on en parlait, la plupart des gens, la réaction première de la plupart des gens était avant même d'essayer d'y réfléchir et de voir la faisabilité de la chose, il disait tout de suite, mais Israël n'accepterait jamais une telle solution, donc ça ne peut pas se réaliser. فأنا عم بطلب من الحضور هون إنه نوع من الإجماع إنه هذه الفكرة كفكرة جيدة، فكرة معقولة، فكرة إنصاف، إنه في دعم لإلها كفكرة. هذه مرحلة. المرحلة الثانية بتيجي سؤال كيف. Donc, je demande donc aux personnes présentes ici une sorte de consensus sur cette idée, que vous me rejoigniez moi sur ce principe en fait d'un seul État. Et puis, dans un deuxième temps, nous pourrons effectivement discuter du comment, de la manière de mettre en place cette idée. مؤخرا شرحت الفكرة والموضوع كله بكتاب
اللي هو موجود. أتأمل في هذا المعرض وأتأمل إنه لأنه كتاب مش طويل، فأتأمل إنه الجميع هون أو معظمكم يحب يطلع يتصفح الكتاب وهذا ويشوفه. Et donc dernièrement, j'ai pu effectivement exposer cette idée dans mon livre Israël-Palestine, la solution à un État, qui se trouve ici. Donc là, c'est moi qui fais une parenthèse pour vous rappeler qu'à 16h30, il y aura une séance dédicace en haut à la librairie, donc avec Sylvain Sipel, Alain Grèche et Radakal, mais avec leurs 3 livres respectifs. Et donc voilà que j'ai pu effectivement développer cette idée dans ce livre et qui n'est pas très long, et donc j'espère que vous pourrez en prendre connaissance. Bien, merci. On va revenir sur le contour exact parce que c'est aussi intéressant. Simplement, je rappelle que cette idée de l'État démocratique, elle a été inventée par le Fatah en 1970. C'est le sens du petit livre que Orient 21 a sorti, qui était la reproduction d'un texte qui s'appelait « La révolution palestinienne et les Juifs », qui était la première reconnaissance officielle par les organisations armées palestiniennes que les colons juifs étaient là et qu'ils resteraient et qu'on n'allait pas les mettre à la mer. Et ça a été très important dans l'évolution de la pensée politique palestinienne. Cette idée était liée aussi à l'idée de la lutte armée. C'était aussi les années 60-70, des années révolutionnaires, avec l'idée qu'on allait créer un homme nouveau, qu'on allait combattre toutes les formes de racisme, y compris il y a des choses très claires dans ce livre sur le combat contre l'antisémitisme, etc. Puis cette idée n'a pas trouvé de traduction politique parce qu'elle a été refusée par la société israélienne, parce qu'elle a été refusée par la communauté. Et petit à petit, les Palestiniens sont ralliés à l'idée de 2 États. Et aujourd'hui, on arrive, par un retournement de l'histoire, si je peux dire, ou un tournant, au fait que cette idée des 2 États, et je pense vraiment quand on le regarde, quel que soit le point de vue idéologique et politique qu'on a, elle apparaît comme totalement irréaliste. C'est-à-dire la colonisation en créée, même ceux qui pensaient qu'on pouvait créer un petit État en Cisjordanie. Je veux dire, aujourd'hui, il y a, sans parler de Jérusalem, il y a 650 000 colons israéliens dans Cisjordanie, donc on ne voit pas comment ça pourrait être. Et donc on revient à cet État, mais sans doute sous des formes différentes. Mais avant de redonner à Rad la parole sur un peu les contours, récemment on a publié sur Orient 21 une interview de Peter Beinart sur notamment la communauté juive américaine, qui est quand même, enfin les États-Unis jouent un rôle très important dans le soutien à Israël. Et ce qui était quand même frappant, c'est le fait qu'une partie de cette communauté aujourd'hui pense que, et notamment chez les jeunes, notamment chez les étudiants, pense qu'Israël est un État d'apartheid, etc. Et ce changement de vision d'Israël, je pense qu'à terme, pas demain, mais peut avoir des conséquences importantes. La vérité, c'est que moi, je passe l'essentiel des conférences que je fais, j'en ai encore une demain à la FPS à Paris, et je parle presque essentiellement, en général, et on m'interroge presque essentiellement sur ce dont vient de parler Alain, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la communauté juive israélienne, américaine. Il se passe quelque chose, alors je ne vais pas faire la conférence maintenant, hein, mais il se passe quelque chose de très important. Évidemment, c'est dans les milieux intellectuels, c'est sur les campus, etc. Mais pas seulement. Les campus, c'est un peu l'avant-garde, c'est le signe le plus manifeste. Mais ce n'est pas seulement. Il y a eu un sondage récent fait par un organisme qui travaille avec le Parti démocrate. Et ils ont interrogé, ils ont fait un sondage sur l'opinion des Juifs américains sur Israël. 25%, je répète, 25%, le quart des Juifs américains disent qu'Israël est un pays d'apartheid et pratique un apartheid vis-à-vis des Palestiniens. Je pense que c'est une évolution. On ne sait jamais où peuvent aller les révolutions. Moi, je n'aime pas faire de pronostics, mais en revanche, je pense que ce qui se passe, c'est vraiment un divorce, essentiellement dans la jeunesse juive américaine, mais pas seulement. Il y a un véritable éloignement de ce que représente Israël. Et pourquoi ?
Parce que si on regarde un peu le rôle que joue Israël, on peut dire d'une certaine manière que la lutte des Palestiniens, malheureusement, et à cause de l'échec terrible de 1948, la lutte anticoloniale des Palestiniens a commencé tardivement. Ils se sont éveillés quand les autres accédaient à l'indépendance. Mais les Israéliens se retrouvent aujourd'hui comme une sorte de réminiscence qui est en train de, qui devient de plus en plus illégitime de ce qu'est un État colonial. C'est ça qui advient à Israël. Et quand les gens s'en rendent compte, alors effectivement, on tourne le dos à Israël. Et ça n'est pas un hasard, c'est un quart des Juifs américains disent qu'Israël est un État d'apartheid. Ça n'a l'air de rien, mais je suis certain que si on avait fait la même enquête il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il n'y avait pas 1% des Juifs américains qui auraient répondu qu'Israël est un État d'apartheid. Donc c'est effectivement un élément qui me semble très important. Alors je voudrais rajouter quelque chose, parce que je voulais le dire tout à l'heure avant que Rada arrive, mais ça me semble... Il y a quelque chose qui est intéressant dans le livre de Rada, c'est qu'elle fait tout un développement très précis, juridique, sur ce que pourrait être un État unique. Eh bien, mais à la fin du livre, elle dit « ça n'est pas d'actualité ». Alors, effectivement, ça n'est pas d'actualité. Moi, je ne vais pas faire de pronostic sur l'avenir, c'est ce que je disais tout à l'heure. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que les choses adviennent lorsqu'elles peuvent advenir. C'est-à-dire, il faudra des changements radicaux pour que des choses adviennent. Il en faudra essentiellement du côté israélien, parce que ceux qui empêchent et qui refusent non seulement l'idée d'un État commun, mais l'idée d'une vie commune, de pouvoir vivre. L'idéal type de l'État dont rêvent les Israéliens, c'est un État débarrassé des Arabes, pointe à la ligne. C'est leur rêve. Et ils s'y attellent tous les jours. Donc il faudra qu'il y ait des changements très profonds. Lesquels, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils adviennent dans l'histoire. J'ai un exemple qui me... Je ne vais pas m'étendre, mais moi j'étais en Israël en 1973 quand il y a eu la guerre d'octobre. J'ai été mobilisé. J'avais un peu de famille, j'ai eu un oncle au téléphone. Les 3 premiers jours, l'armée israélienne était enfoncée. J'ai eu mon oncle au téléphone. Il hurlait. Il disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les territoires, on va leur rendre tout, on va leur rendre tout. Mais on arrête ça, on arrête ça. 3 semaines plus tard, Israël avait traversé le canal de Suez et occupé l'Égypte elle-même. J'ai eu le même oncle au téléphone. Et il m'a dit, maintenant c'est sûr, plus jamais on ne rendra les territoires. Eh bien, je pense que les conditions de la vie font que les choses peuvent changer. Je pense que la question de l'État unique peut se poser dans la réalité et que les questions que soulève Rada Karmi se poseront à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas audible. Comme je l'ai dit précédemment, ça l'est dans les sociétés. Et de mieux en mieux, de plus en plus. En revanche, sur le plan politique, c'est extraordinairement difficile à considérer aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas difficile à comprendre, c'est que les changements existent dans la vie, y compris dans la vie politique. Et on en a vu dans la période récente de très importants. Merci. Donc je vais maintenant passer la parole de nouveau à Rada pour dessiner les contours, même s'ils sont encore utopiques, de ce que pourrait être un État unique en termes juridiques, en termes nationaux. C'est une question très difficile. وأنا يعني لازم دايما بنظر لهذا الموضوع بهالطريقة بالطريقة التالية
إنه في هون مرحلتين. المرحلة الأولى تقبل الفكرة، وهذا أصعب مما تتصوروه، لأنه مش هذه مش فكرة منتشرة كتير، هي يعني انتشرت أكتر بس مش كافي. هاي المرحلة الأولى. هلا المرحلة الثانية يعني بشوفها موضوع زمني، يعني لما يصير تقبل أكتر من الموجود الآن للفكرة كفكرة، وقتها في هذاك الوقت بننتقل للمرحلة الثانية، وهي كيف نحقق هذه الفكرة. مش بس من ناحية ما هي نوع الدولة، كيف بتكون مقوماتها، كيف تركيبها، ولكن أيضا الموضوع اللي هو أهم، كيف بدنا نوصل. Donc, j'ai toujours abordé cette question pour moi de la manière suivante. Pour moi, il y a deux étapes. L'étape numéro 1, c'est l'acceptation de cette idée, qui pour moi est l'étape la plus difficile, parce que certes, aujourd'hui, cette idée est plus répandue qu'elle ne l'était il y a quelque temps. Il y a de plus en plus de personnes qui y adhèrent, mais ce n'est pas encore assez. C'est encore une minorité en fait qui adhère à cette idée, et ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si facile que ça de convaincre les gens de cette idée. L'étape numéro 2, effectivement, une fois qu'on a adhéré à cette idée, c'est d'essayer de dessiner en fait les contours en fait de cette solution qui effectivement se fait en plusieurs étapes. يعني بقدر أقول، ولكن بدي أجاوب على السؤال. بقدر أقول إنه عموما الدولة اللي حتنتج عن الحل، الدولة الواحدة، هذه الدولة لازم تكون مقوماتها مثل الدول الأخرى اللي هي ديمقراطية، يعني مبنية على الأسس الديمقراطية المعروفة بالنسبة في الغرب مثلا موجودة. فهذا مش اختراع جديد، لكن يعني لازم أعترف إنه هون في أشياء خاصة في الموضوع. Alors, pour répondre à la question, il est clair pour moi que cet État unique devra se baser sur les grands principes qui définissent n'importe quelle démocratie, au sens le plus commun qu'on a aujourd'hui, notamment en Occident. Donc, on n'est pas dans un modèle voilà, ex nihilo, mais ceci étant dit, il y a quand même des spécificités à cette situation particulière. لأنه طبعا واضح إنه عندك يعني شعبين أو ما يسمى أو تجمعات تنين، من ناحية يهود ومن ناحية فلسطينيين. هدول دينهم بيختلف، لغتهم بتختلف، عندهم تاريخ طويل من العداوة والكراهية، فهذه بتخلق مشاكل في هذه في الحل يعني. On ne va pas nier effectivement qu'on parle ici de deux populations, donc les Juifs et les Palestiniens, qui ont chacun sa langue, chacun sa culture, chacun sa religion, et une longue histoire de conflits entre les deux, et du coup tout cela crée évidemment des obstacles en fait à cette solution. ولكن هذا لا يعني إنه يعني نتجاهل هذا الموضوع، لا، بده تفكير وبده مؤسسات مختلفة مشان تراعي هذا الوضع الثقافي الحضاري. Ça ne veut pas dire que nous devons ignorer ou passer outre cette question. Cela veut dire qu'il nous faut penser à des institutions spécifiques et qu'on ait une réflexion autour de ce sujet pour trouver une solution adéquate. Bon, on arrive un peu à la fin, même si on a commencé un peu en retard, et encore une fois on s'excuse auprès de Radav. Bon, ça ne dépendait pas tout à fait de nous, mais voilà. Je voudrais rajouter une chose quand même. On est en ce moment, la question palestinienne, elle revient sans arrêt. Et sans arrêt, on nous explique qu'elle va disparaître.
que les Palestiniens vont être vaincus, que de toute façon ça intéresse, qu'ils le sont déjà, que ça intéresse personne, etc. Et puis chaque fois, si je peux dire, ils se rappellent à notre bon souvenir. Aujourd'hui, c'est pratiquement un an depuis le soulèvement qu'il y a eu parmi tous les Palestiniens de la Palestine historique, y compris ceux qui vivent en Israël, à Gaza, en Cisjordanie et Jérusalem, contre l'occupation pour affirmer qu'ils étaient un peuple. Depuis 2 jours, 3 jours, avec ce meurtre de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, on voit encore des manifestations. Et on voit aussi, je veux dire, c'est frappant, je veux dire, de plus en plus la brutalité de la politique israélienne, c'est-à-dire comment ils ont été, par exemple, dans la maison de Shirin pour enlever les drapeaux palestiniens, je veux dire, alors que normalement, c'est les drapeaux de l'autorité palestinienne qui est plus ou moins reconnue par Israël. Donc il y a cette contradiction et qu'il faut effectivement mettre en valeur parce qu'aujourd'hui, c'est une injustice incroyable ce qui se passe, quoi. Et le silence de nos gouvernements est aussi un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils se réfugient, c'est ça qui est curieux, ils se réfugient derrière leur soutien verbal à la solution des 2 États pour ne rien faire, enfin, ne rien faire serait gentil, pour développer au contraire les relations bilatérales, c'est particulièrement vrai en France, entre la France et Israël dans tous les domaines sécuritaires. Macron n'arrête pas de faire des déclarations. Encore, il est revenu sur antisionisme et antisémitisme. Il a dit l'amitié profonde pour Israël, le droit d'Israël à se défendre, etc., etc. C'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à changer. Et ça, c'est notre responsabilité, parce que cette question palestinienne, ça peut... Des fois, les gens sont surpris, mais pourquoi vous intéressez à la Palestine, ça? C'est quelque part la dernière question coloniale. C'est le dernier... Alors bon, certains diront le Sahara occidental, je ne rentre pas dans le... Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais là, c'est vraiment une question coloniale, d'un colonialisme mené par l'Europe, l'Occident, et qui ne trouve pas de solution. Et il n'y a pas de solution. C'est-à-dire l'idée qu'il va y avoir un moment, de temps en temps, vous savez, il y a des dirigeants israéliens qui nous disent on va faire la paix économique. Comme si on pouvait faire la paix économique sous occupation. C'est-à-dire quand il y a 50 checkpoints, les marchandises non plus ne circulent pas. Donc ça n'a jamais marché. Mais c'est quand même repris. Récemment, il y a eu un colloque au Sénat dont Orient 21 a fait le compte-rendu pour louer les accords d'Abraham et pour dire que c'est... En fait, ce qui intéressait maintenant les peuples arabes, c'était l'amélioration de leur niveau de vie. Comme si... Depuis la paix la paix relative qu'il y a eu entre l'Égypte entre Israël et quelques pays arabes, il y avait eu une amélioration de la situation économique. C'était l'argument de Sadat, et on sait qu'à quel point c'est absolument pas le cas. Donc voilà, je veux dire. Première question, pourquoi vous avez mis État d'apartheid au pluriel? Deuxième question, que veut en réalité l'autorité palestinienne? Merci, M. Grech. On est dans une conjoncture géopolitique où, par exemple, excusez-moi, je sors un petit peu du cadre palestinien, mais pour parler d'Israël, où Israël se retrouve avec une neutralité un peu douteuse vis-à-vis de la Russie de Poutine. Israël est un pays qui a vendu Pegasus, qui est un logiciel espion qui a servi à espionner le téléphone du président français et à l'exécution de Khashoggi à Istanbul. Est-ce que nous sommes dans une conjoncture où les États-Unis de Biden, notamment, se rendent compte qu'Israël devient un danger géopolitique, se trouve du mauvais côté? Et est-ce que ça peut amener Biden et l'administration américaine à faire finalement pression sur ce pays pour qu'il soit un petit peu plus raisonnable? Merci. Monsieur, derrière. Merci à tous les 4. D'abord, j'avais une question par rapport au parallèle historique avec l'Afrique du Sud. Il y a un autre parallèle que je m'étonne de peu entendre, c'est celui avec l'Algérie française. Qu'est-ce qui fait qu'on s'oriente vers un scénario sud-africain qui paraît le moins pire, ou vers un scénario algérien qui est beaucoup moins souhaitable? Oui, allez-y. Juste en question, en fait, vous avez dit que vous avez commencé de travailler sur la question d'un seul État depuis 20 ans. Avant 20 ans, vous étiez pour la solution 2 États ou c'était comment?
شوف للشخص اللي بيسأل عن آرائي أنا قبل الدولة الواحدة، عمره ما كان في حياتي أي داعي مني لحل بيقسم فلسطين. Alors pour la personne, donc, monsieur qui vient de me poser la question par rapport à mes opinions avant 20 ans, avant donc, la solution à un État, je n'ai jamais eu de positionnement favorable à l'idée de partager le territoire historique de la Palestine. يعني أكثر شيء بقدر أقوله إنه كنت أتابع وأدعم خط منظمة التحرير في أواخر الستينات وأوائل السبعينات مثل ما قال الشيرمان. يعني هذا كنت أدعم إنه تحرير الأرض كاملاً، ولكن بعدين تحولت إلى تفكير مشاركة الأرض. Donc tout ce que je veux dire, c'est que j'ai soutenu les positions de l'OLP jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, où on parlait de la libération de toute la terre, donc ce dont Alain Grèche parlait tout à l'heure. Mais après cette période-là, j'ai commencé à justement réfléchir et travailler sur la question d'une coexistence sur une même terre. بالنسبة للسلطة الفلسطينية يجب أن نتذكر إنه السلطة أنشئت بضمن احتلال إسرائيلي. Donc pour la personne qui demandait la position de l'autorité palestinienne, en fait, il faut d'abord rappeler que l'autorité palestinienne a été créée dans un contexte colonial, donc de la colonisation israélienne. ما معناه إنه هذه السلطة ما إلهاش الحرية إنها تطلع بأي قرار أو أي عمل اللي هو مش ضمن الأشياء المسموحة من قبل إسرائيل. Cela veut dire que l'autorité palestinienne n'a ni la liberté ni la marge de manœuvre de proposer ou de prendre des décisions qui ne sont pas admises par les Israéliens. لذلك موقف السلطة الفلسطينية الرسمي هو دعم الدولتين، دعم حل الدولتين. C'est ce qui explique que la position officielle de l'autorité palestinienne aujourd'hui est de soutenir donc la solution à deux États. وطبعا حسب ما نعرف كلنا هذا الحل لو كان مرغوب فيه لم يحقق ولن يحقق على الأرض. Donc on sait tous que si on avait voulu réaliser cette solution, on l'aurait fait, sauf que ça n'a jamais été fait et ça ne le sera jamais dans les faits. Bon, excusez-moi, mais comme vous savez, il y a un débat après. Ce que je vous propose, parce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, d'abord à 4h30, les 3 personnes ici signeront leur livre, vous pourrez venir. Mais pour ceux qui ont des questions encore, c'est de se retrouver au stand de Orient 21 et on continuera le débat avec les questions. Et encore une fois, un grand merci à Rada et à Sylvain et un grand merci à vous pour votre assistance.